Bonsoir à tous. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à traiter, avec d'autres cette semaine, on en parlera, de ce sujet, la question la plus fascinante et la plus tarte à la crème de l'astronomie finalement. Sommes-nous seuls dans l'univers? Avec ce titre quand même, la Terre est-elle une exception? Alors, je vais reprendre un peu exactement là où en était Bruno. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous êtes là, vos familles, vos amis vous connaissent comme étant des experts en astronomie, en exobiologie. Et donc, quand on vous pose la question, dit tonton Bernard, est-ce que tu crois qu'il y a de la vie ailleurs? Dit tata Manon, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Eh bien, vous répondez, parce que c'est très tentant, je ne sais pas, mais étant donné le nombre d'étoiles que l'on voit dans le ciel, puis surtout quand on sait qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, qu'il y a des centaines, peut-être des milliers de milliards de galaxies, on se dit, c'est bien le diable s'il n'y a pas ailleurs quelque chose, au moins des microbes. Alors, c'est pas faux, et ce raisonnement-là, vous n'êtes pas le seul, bien sûr, à le poursuivre, et il a fait même la une des journaux, par exemple un grand journal comme Télérama, en février, avec un interview de Nathalie Cabrol, ma collègue qui est au CETI en Californie, et qui dit, en couverture, « Penser que nous sommes seuls dans cet océan cosmique est une absurdité ». Elle faisait la promotion de son livre bien complet, À l'aube de nouveaux horizons. Parallèlement, presque en même temps, avec les mêmes données, le même savoir, mon collègue Jean-Pierre Bibring écrivait son livre « Seul dans l'univers ». Seul dans l'univers, sans point d'interrogation. Il m'a dit, je me suis battu avec l'éditeur, je ne voulais pas de point d'interrogation. C'est Jean-Pierre. Seul dans l'univers. Et avec l'idée que, son mot favori, c'est les contingences. Les contingences sont telles pour que la vie, avec en plus la spécificité de la vie telle qu'on la conçoit, il a cette conviction que, peut-être c'est unique, quoi. Il y a une forte conviction. En parallèle, quelques années plus tôt, j'avais eu l'honneur d'être conseiller scientifique sur un documentaire que nous avons fait avec Laurent Lichtenstein pour France Télévisions. Et si la Terre était unique, un peu dans l'esprit de ce dont je vous parle aujourd'hui, et qui a quand même un point d'interrogation, mais qui se pose des questions. Parce que l'histoire dans tout ça, c'est que savoir si dans cet océan cosmique on est seul ou pas, etc., la réponse c'est on n'en sait rien. J'insiste sur le fait que si on vous pose la question, répondez d'abord, avant tout, on n'en sait rien. Et ça, c'est important. Alors, on n'en sait rien, mais on progresse dans l'enquête, et je vais parler de ça aujourd'hui. Le premier point, bien sûr, c'est qu'effectivement, si on commence, et je vais vous détailler ça, à faire des statistiques, qu'est-ce qu'il faut pour que la vie apparaisse, de l'eau, pas d'eau, etc., on a vite fait, en accumulant les statistiques, de voir que c'est possible qu'il y ait de la vie nulle part. Comme Jean-Pierre le propose, c'est possible. Mais surtout, là, il y a quand même de quoi faire, il y a tellement de milliards d'étoiles et de planètes, bon. Mais surtout, on voudrait avoir la réponse un jour. La vraie bonne question, c'est est-ce qu'on aura un jour la réponse à cette question? Et là, tout de suite, les statistiques sont les mêmes, mais elles deviennent plus compliquées parce qu'il faut que ce soit une vie qu'un jour on pourra détecter. La grande activité en ce moment, c'est d'essayer de découvrir quelque part une biosignature extraterrestre avec un télescope, par exemple ici le James Webb Space Telescope, des spectres d'une atmosphère qui pourraient, et ce sera très difficile de conclure, mais après quelques dizaines d'années, on devrait pouvoir avoir des bons indices, trouver ce qu'on appelle une biosignature, l'indice fort qu'il y a de la vie active quelque part. Ce qu'on aimerait bien tous aussi, c'est encore mieux que de la vie active, c'est une vie intelligente, des gens conscients, des âmes sœurs. Alors là, on peut mentionner le travail du CETI qui a trouvé récemment un renouveau dans le cadre de projet Breakthrough, qui consiste, vous le savez tous, CETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence, qui consiste à écouter les autres étoiles, voir s'il y a des messages, une activité intelligente qu'on peut capter par radio. Ça fait depuis longtemps qu'on fait ça. Et encore mieux, peut-être qu'on aimerait bien avoir une preuve avec la visite d'un vaisseau spatial. C'est pas arrivé depuis longtemps, mais ce serait vraiment, là, on serait très content.
Et donc là, c'est ça la question, c'est non seulement est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, donc on mène l'enquête, mais est-ce qu'on aura la réponse un jour? Alors, pour traiter ce genre de questions, il y a déjà des gens qui ont pensé sur comment découper le problème. Et ça, vous le savez tous, vous êtes tous des spécialistes, et je ne peux pas ne pas parler de l'équation de Drake. Frank Drake est mort il y a quelques mois, c'était quand même quelqu'un d'assez sympathique, et il a créé cette équation sur laquelle je vais brièvement détailler. Et je dois dire que c'est une équation devenue extrêmement célèbre. On peut démontrer que c'est la deuxième équation la plus célèbre de la science, la première étant E égale mc au carré. Et cette équation, Frank Drake, il y a quelque temps, on avait fait un recueil d'articles sur ce sujet et il avait écrit une préface et il nous racontait qu'il recevait plein de photos de gens qui se tatouaient l'équation de Drake sur le bras, partout, il y en a partout. Alors c'est d'autant plus fascinant que c'est une équation qui n'a évidemment pas de solution. Vous connaissez sûrement l'origine de cette équation. Dans les années 60, Frank Drake, jeune radioastronome, a l'idée qu'on pourrait quand même, maintenant qu'on a des radiotélescopes, essayer d'écouter ce qu'ici des extraterrestres essayent de parler avec nous. Et puis il fait une réunion avec quelques collègues et il commence à vouloir structurer la réunion en se disant on va découper le problème, de savoir comment écouter, puis surtout quelle est la probabilité pour qu'on puisse détecter quelque chose. Et il a eu l'idée donc de structurer la réunion avec une équation qui est devenue tatouée sur la peau de plein de gens. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais aller vite parce que je suis sûr que la moitié d'entre vous se dit « Oh non, ça fait 12 fois que j'entends parler de l'équation », mais je suis obligé de le répéter. La question c'est quel est le nombre, une estimation du nombre de civilisations avancées extraterrestres dans notre galaxie. Alors, l'équation c'est la suivante, ce nombre, il est égal au taux de création d'étoiles. C'est une équation qui a une notion de dérivée dans le temps. Le taux de création d'étoiles, la fraction qui est dotée de planètes, sur chaque système doté de planètes, le nombre de planètes propices à la vie, on dit habitable. Ensuite, la fraction sur laquelle la vie apparaît. Ensuite, la fraction de là où il y a de la vie, où l'intelligence apparaît. Ensuite, la fraction de là où il y a des gens intelligents qui vont construire des radiotélescopes pour nous écrire, enfin nous téléphoner, ou télégraphier, on va dire. Et puis enfin, on multiplie ça par la durée de la civilisation. Dans les années 60, c'était un point important, parce qu'on se disait que si ça tombe, entre le moment où on arrive à faire des radiotélescopes et le moment où tout explose par des bombes thermonucléaires, c'est très court, et c'est pour ça que personne ne nous parle. Alors sur cette base-là, on peut bien sûr l'appliquer à l'autre grand problème maintenant, qui est plus à la mode et beaucoup plus actif, c'est la recherche de signatures de vie. On prend la même équation et on essaye de calculer le nombre de mondes habités détectables par télescope. Bon, je ne me suis pas fatigué, j'ai pris la même équation au début. Donc on va jusqu'à la fraction, le nombre de planètes avec de la vie, et puis on multiplie par le nombre de planètes où la vie est détectable, fois la durée de la vie détectable. Alors je dois dire que plein de chercheurs comme moi, évidemment, ont fait leur intéressant en essayant de faire l'équation de Drake. Il y en a une qui a un peu plus de succès, c'est l'équation de Sarah Seeger, qui est une brillante astronome à Boston. Et celle-là, elle marche bien, elle commence à être utilisée, et qui dit la même chose, le nombre de planètes où la vie est détectable. En fait, elle se focalise sur le problème de l'observation. Alors, je ne vais pas vous le détailler, mais en gros, elle ne s'est pas fatiguée à faire une évolution dans le temps. Ça dit juste que c'est le nombre d'étoiles fois la fraction d'étoiles qui sont silencieuses, c'est-à-dire pas trop agitées, ce qui fait qu'on peut faire de la spectroscopie sur les planètes à côté, sinon on ne voit rien, fois le nombre de la fraction pour lesquelles il y a des planètes dans la zone habitable, fois la fraction de celles qu'on peut observer, fois la fraction sur laquelle il y a de la vie, fois la fraction sur laquelle la vie donne une biosignature. Après, j'arrête les équations, je mettrai des courbes. Et ce qu'il y a dans cette équation, c'est que le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire la fraction sur laquelle toutes ces planètes, la vie apparaît, c'est un seul terme. Donc on va revenir à ce que je disais avant, comme ça nous permet de découper le problème. Le problème dont je vais discuter aujourd'hui, c'est déjà quel est le nombre dans l'univers observable, on va dire, ou en général, le nombre de planètes sur lesquelles on peut espérer avoir au moins de la vie. Puis le problème de la détectabilité, on le garde pour le côté, que ce soit de la vie intelligente ou une vie détectable. Donc on peut commencer à faire ce calcul. Alors on commence par la part des étoiles dotées de planètes. Quand Frank Drake a commencé à créer cette équation et quand Carl Sagan, vous savez, le gourou de l'exobiologie et de la planétologie, l'a popularisé, eh bien, c'est fascinant, mais on n'avait pas la moindre idée. On avait un avis, mais on n'avait pas d'observation.
Et ce qui fait que c'était un vrai terme pour lequel on s'interrogeait. Comme vous le savez, depuis 1995, on a pu observer plein de planètes, 5484 planètes confirmées aujourd'hui, et tous les jours il en arrive, et puis bientôt, pour ceux qui suivent, grâce au télescope TESS, il va bientôt y avoir une grosse charrette qui va arriver tout en même temps, ça va vraiment augmenter le nombre. Alors ce que vous voyez là, c'était juste pour illustrer, avec le temps on observe des planètes, ça c'est juste, le graphe c'est juste pour les planètes détectées par vélocité radiale, pour les spécialistes. Vous voyez qu'on arrive à détecter des planètes de plus en plus petites, et puis on commence à pouvoir faire de la statistique autour de différentes étoiles. Et qu'est-ce qu'on a appris avec tout ça? Eh bien, la grande nouvelle, c'est que la plupart des étoiles sont entourées de planètes, quasiment toutes en fait. Et ça, c'est une révolution. C'est une découverte assez récente, ça ne date pas de 95, ça date d'il y a seulement quelques années, parce qu'il a fallu avoir la statistique en tenant compte des biais observationnels. On a du mal à observer les planètes autour des grosses étoiles, etc. Et on a donc pu tout d'un coup démontrer, enfin tout à coup, avec quelques articles scientifiques bien menés, que oui, il y avait des planètes partout. Et cette révolution-là, elle n'a eu aucun effet sur le grand public. Pourquoi? Parce que tout le monde le savait déjà. C'est vrai que si je vous dis « Scoop, révolution, il y a des planètes autour des étoiles », ouais, on le savait déjà. Et donc, ça n'a pas fait d'effet, mais retenez quand même que c'est une grande révolution de notre temps. Il existait des scénarios qui envisageaient le fait que, pour certaines raisons, les planètes n'auraient pas pu se former facilement. Il y avait une raison historique que Michel Mayor raconte souvent, c'est que jusque dans les années 50, la théorie de formation des planètes, il fallait que 2 étoiles se frôlent, donc les planètes auraient été très rares. Et puis récemment, j'ai découvert que dans le milieu des spécialistes des nébuleuses primitives, qui, vous savez, c'est ces magnifiques nébuleuses qui sont sculptées par le vent ultraviolet, on va dire, des grosses étoiles qui se forment en premier, eh bien, on se posait la question de savoir si si la Terre, enfin le système solaire n'avait pas eu beaucoup de chance, sachant qu'on avait le sentiment que la plupart des étoiles étaient complètement, les nébuleuses protoplanétaires à l'origine des planètes, étaient complètement nettoyées par le flux. Et en fait, on a compris récemment, grâce notamment au James Webb, pourquoi ce n'est pas le cas et pourquoi il y a autant de planètes. Bref, il y a des planètes partout. En passant, petite parenthèse, cette révolution nous a aussi informé que le système solaire n'est pas du tout typique. Et ça, c'est à retenir dans notre réflexion. Le système solaire, ça correspond, si on définit uniquement par le fait qu'il y ait une planète Jupiter à une certaine distance de son étoile, sur une orbite circulaire, sur une étoile assez grosse qui n'a pas trop de caprices, c'est 1 sur 1000. Donc c'est assez rare. Ce qu'on trouve tout le temps, c'est des super-Terres, des mini-Neptunes, des Jupiters chauds, plein de fois des planètes géantes avec des orbites excentriques, des systèmes vraiment particuliers. Donc déjà, ça nous fait réfléchir. Donc voilà, premier terme, problème résolu. Là, on n'est plus en 1980, on sait, c'est presque 1, ça c'est quand même une bonne nouvelle, qui est à l'origine de cette idée qu'on a envie tous d'avoir. Il doit y avoir des planètes habitables, habitées, avec des gens intelligents partout. On arrive aux deuxième question. Le nombre moyen de planètes propices à la vie par système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, les gens étaient extrêmement optimistes sur ce sujet. Par exemple, si vous prenez un extrait de la série télévisée Cosmos, de Carl Sagan, qui est sortie en 80, qui a déjà vu cette série Cosmos? Bon, pas les plus jeunes. Série extraordinaire de Carl Sagan, bien meilleure que celle qui a été faite ensuite par ses successeurs. Et là-dedans, il explique l'équation de Drake et il estime les termes. Et lui, il dit, quand il y a des planètes, je pense qu'il y en a 2 par système qui sont propices à la vie. Un grand optimisme que je crois on n'a plus. Et je vais essayer de détailler ça parce que c'est un peu une de mes spécialités. Alors qu'en est-il? Déjà, avant même de commencer pour compter les planètes propices à la vie, je suis obligé, désolé pour les spécialistes du sujet qui en ont peut-être un peu marre de voir ce genre de transparent, de passer par le problème de la définition de la vie, qu'est-ce qu'il faut pour la vie, etc. Ça a été évoqué par Laurent Boiteau aujourd'hui. Donc la vie, qu'est-ce qu'il faut pour la vie? Déjà la vie, qu'est-ce que c'est? Alors bon, moi aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la définition un peu officielle de la NASA, après un certain nombre d'experts, de comités experts. C'est un système chimique capable d'évolution darwinienne. Le mot-clé là-dedans, c'est darwinienne. Et ça a été très bien expliqué cet après-midi pour ceux qui étaient là. C'est que c'est une fois qu'on déclenche une évolution avec la création de copies avec des erreurs et qu'on peut les sélectionner
ou lectionner pour qu'il soit stable quand on est au niveau chimique, j'ai bien écouté, ou pour développer des choses, c'est là qu'on fait une forme de vie qui commence à ressembler à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire quelque chose de compliqué, sur lequel il va y avoir des ailes, des yeux, ou ne serait-ce que un système d'énergie, de mitochondries, je ne sais quoi. C'est la magie des processus d'évolution darwinien. Donc je pense pour nous, la vie, c'est quelque chose qui évolue de manière darwinienne. Et après, on peut se poser d'autres questions, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on va vers quelque chose qui nous intéresse, nous, qui va pouvoir évoluer et se développer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour la vie, une fois qu'on a dit ça? Eh bien, si c'est de la chimie, notre expérience et notre connaissance a tendance à nous dire, vous le savez tous, que c'est la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide. Comme ça a été expliqué cet après-midi, la chimie du carbone est vraiment très très supérieure à toute autre chimie avec le nombre innombrable en fait, de molécules qu'elle peut constituer, en utilisant d'autres éléments, bien sûr, schnaps, mais et on ne va pas discuter des autres possibilités, on a du mal à l'imaginer. Ensuite, la plus subtile, c'est qu'il faut de l'eau liquide. Et c'est vrai que sur Terre, c'est très simple. Partout où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie, il n'y a quasiment pas d'exception. Dans les nuages, au fond des océans, là il y a des sources chaudes à 120 degrés, il y a des bactéries, elles sont contentes. Partout où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Et quand il n'y a pas d'eau liquide, la vie s'arrête. Plus de métabolisme, plus de reproduction. Donc c'est pour nous, sur Terre, c'est facile. Eau liquide égale vie. Et il faut dire que quand on discute avec, vous aurez l'occasion cette semaine, avec des spécialistes de la biochimie, la chimie organique, il n'est pas facile d'imaginer une vie carbonée sans eau liquide. C'est vraiment un solvant qui a plein d'avantages, je ne vais pas discuter. En plus, non seulement c'est difficile à imaginer, puis ce sera sûrement difficile à reconnaître. Néanmoins, petite parenthèse, les chercheurs, les planétologues, les exobiologistes ne sont pas naïfs, ils se posent la question. Voilà, je vous mentionne un workshop qui avait eu lieu là, à Caltech, ça fait déjà quelques années, qui disait, voilà, on se réunit, on brainstorm, est-ce que la vie peut fonctionner avec d'autres liquides, d'autres solvants que la vie, que l'eau liquide. Alors, là, c'est illustré avec le cas particulièrement intéressant de méthane liquide, par exemple. Sur les lunes de Saturne, là, vous avez des lacs, des rivières, ça pourrait marcher très bien. Le seul problème, c'est que ces lacs sont à moins 170 degrés, donc la chimie est quand même extrêmement lente, ça pose des problèmes. Puis par ailleurs, le méthane, ce n'est pas un excellent solvant. Mais on reste ouvert là-dessus. En attendant, on va simplifier la vie, on va dire la vie possible, c'est-à-dire propice à la vie, ça va être là où il y a de l'eau liquide. Vous avez tous, je pense, entendu ça au moins 10 fois, mais il fallait bien que je le répète. Et je suis même obligé, sinon les exobiologistes de la salle, les vrais, vont m'en gronder. Non, moi je vais faire une petite parenthèse avant. J'y viens. Où est-ce qu'il y a de l'eau liquide dans le système solaire? Pareil, on révise très vite. Il y a bien sûr la Terre, et puis sinon, vous avez tous ces mondes qui sont en fait au-delà, qui se sont formés au-delà de la limite des glaces, où il y avait beaucoup d'eau. Ça formait des mondes, des lunes ou des planètes riches en glace, avec un manteau de glace, qui fait que si on pénètre à l'intérieur, il y a souvent une profondeur à laquelle, parfois entre deux couches de glace, vous allez trouver de l'eau liquide. Et ce qui fait qu'on a défini maintenant cette notion de mondes océans, avec de nombreux mondes potentiellement habitables, c'est-à-dire avec de l'eau liquide. Par contre, c'est de l'eau dans les ténèbres, et difficile d'accès en plus, pour nous, pour mener l'enquête. Néanmoins, ça me fait penser donc qu'il faut ajouter que l'eau liquide ne suffit pas, évidemment, on peut être plus ou moins habitable. S'il n'y a que de l'eau pure, ça ne va pas marcher. Il faut des molécules carbonées, d'autres molécules nutriments, en fait les schnaps, je ne sais pas pourquoi j'ai mis du sodium, de l'énergie, et ça c'est le point important, parce que sur Terre, évidemment, l'essentiel de la vie, de l'activité vivante, a modifié son environnement de manière détectable de loin, grâce à l'énergie venue de la lumière. Il existe des formes de vie qui utilisent autre chose, de l'énergie chimique en sous-sol, mais c'est vraiment très marginal. Et donc si on réfléchit non pas seulement à la vie dans l'absolu, mais une vie qui serait détectable, ou une vie suffisamment active pour construire des radiotélescopes et nous télégraphier, eh bien, il semble, beaucoup pensent que la lumière est indispensable. En d'autres termes, il faut de l'eau liquide, mais à la surface, pour pouvoir utiliser une source d'énergie aussi puissante que la lumière de l'étoile autour de laquelle on tourne. Voilà, je vais couper ça. Donc la question c'est, où sont les planètes propices à l'eau liquide en surface, pour que la vie soit détectable? Et à nouveau, pour les spécialistes, on est obligé de passer par
le problème obligatoire de la zone habitable. En effet, si on commence à se dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface, très vite intervient le problème de la température. Il faut de la pression, une pression atmosphérique, sinon l'eau bout ne peut pas exister si la pression n'est pas suffisante. Puis ensuite, c'est un problème de température. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon toute l'eau est en phase vapeur, et s'il fait trop froid, on est en phase de glace. Et là, on peut déjà se lancer dans une réflexion intéressante, c'est qu'est-ce qu'il faut est-ce que cette zone habitable, elle est très étroite, et on a une très grande chance d'être dedans, ce qui fait que la plupart des autres planètes n'y seront pas. Au contraire, elle est très large, il n'y a aucun problème, il y aura toujours autour de toutes les étoiles une zone où il y aura des planètes. Donc pour étudier ça, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des expériences de pensée, ou des expériences de laboratoire. Par exemple, pour explorer la limite intérieure de la zone habitable, on va prendre une planète couverte d'océans, par exemple la Terre, et on va la rapprocher. Effet spécial. Ne faites pas ça en vrai, c'est très dangereux. Mais heureusement, on peut le faire, nous, dans des conditions assez réalistes, en utilisant des modèles de climat analogues à ceux qui sont utilisés, par exemple, pour essayer de comprendre le changement climatique. Et il se trouve que voilà, c'est une de nos grandes activités dans notre équipe au laboratoire de météorologie dynamique. Et donc, grâce à des supercalculateurs, on a développé des gros modèles pour simuler le climat. Et donc, on peut tout à fait prendre la Terre, quasiment, et hop, l'approcher du Soleil. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, on s'est rendu compte que très vite, ça partait dans des mauvaises directions. Pourquoi ? Parce que le climat s'emballe. Si on augmente un peu le flux solaire sur la Terre, on augmente la température de la surface, on augmente l'évaporation, donc on ajoute de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, donc on augmente l'effet de serre et ça augmente la température. Rétroaction positive. Ça peut emballer le climat, et ça l'emballe. Voici des résultats des premières simulations 3D de ce phénomène, qui ont été faits avec Jérémy Lecomte, qui était postdoc au labo. Là, vous avez à gauche une simulation avec la Terre là où elle est aujourd'hui, unité astronomique. Voilà, en moyenne, il fait 20-15 degrés à Fleurance. Ensuite, vous la déplacez de quelques pourcents. AU, c'est unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, vous l'approchez de quelques pourcents. Bon, là, il commence à faire chaud, 90 degrés en moyenne à Fleurance, mais il y a encore de l'eau liquide. La vie peut s'adapter. Et puis là, vous arrivez à un seuil au-delà duquel, paf, ça s'emballe, la totalité des océans se vaporise. Et une fois que tout est vaporisé, vous avez les océans entiers sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il fait 1600 degrés à la surface. Soit dit en passant, ça arrivera dans à peu près 1 milliard d'années, ça. Ça va arriver plus vite que la fin du Soleil, parce que le Soleil est de plus en plus lumineux, je vais y revenir. Donc voilà, la limite, c'est à 5%. On a fait une autre découverte plus récemment, c'est que, en fait, ça, c'est à condition que vous partiez bifroid et que doucement, vous vous approchiez du Soleil. Maintenant, si aujourd'hui même, vous vouliez condenser, former la Terre là où elle est, avec le Soleil d'aujourd'hui, et condenser les océans, ça ne marcherait pas. Ça a été démontré par mon collègue Martin Turbet, et il a modélisé en 3D les atmosphères, mais l'atmosphère, à l'époque où, quand une planète comme la Terre se forme, où au début elle est très chaude, il y a ce qu'on appelle un océan de magma avant que la croûte se forme, et là vous avez toute l'eau qui est sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Et là, ça se refroidit, et si tout se passe bien, il se met à pleuvoir, le déluge, et les océans se forment. Le problème, c'est qu'il a pu démontrer, avec la simulation que vous voyez un petit peu à droite, que ça ne fonctionnera pas. Parce que quand vous avez cette épaisse atmosphère de vapeur d'eau, côté soleil, les photons sont très fortement absorbés par la vapeur d'eau, ça chauffe fort, ils ne sont pas trop réfléchis. Et par contre, quand cette atmosphère riche en vapeur d'eau passe côté nuit, dans la nuit, là, il fait froid, l'eau se condense, forme des nuages, et ces nuages ont un effet de serre. Et là, c'est vraiment un problème pour le climat. Si vous commencez à absorber très fort le rayonnement solaire côté jour et à bloquer le refroidissement infrarouge côté nuit, vous chauffez la planète. Et il a pu montrer qu'actuellement, la Terre ne pourrait pas se former là où elle est. Donc, si vous avez une étoile qui ne varie pas, il y en a, vous n'allez pas pouvoir, la Terre n'aurait jamais pu se former et démarrer là où elle est. La zone habitable est vraiment encore plus limitée. On peut se poser la question maintenant, quelle est la limite extérieure de la zone habitable ? Si je prends la Terre et que je la déplace, qu'est-ce qui se passe ? Là encore, il y a une instabilité climatique. J'ai pris mes effets spéciaux chez Lucasfilm, ça m'a coûté cher, j'espère que vous appréciez. Il y a une instabilité parce que de glaciation galoppante, c'est très simple. Si vous baissez le flux solaire, la température descend, vous avez de plus en plus de neige et de glace,
Et donc vous augmentez le flux solaire qui est réfléchi, vous augmentez l'albédo, on dit dans notre jargon, et à ce moment-là, ça favorise des températures encore plus froides, et le système s'emballe. Et là, c'est tellement efficace, ce processus, que je peux vous le montrer en vidéo. Donc voilà, on va partir de la Terre que vous connaissez. Alors, les couleurs, ça monte juste l'albédo, c'est-à-dire le fait que ce soit noir ou foncé. En gros, quand c'est blanc, c'est de la neige ou de la glace. Quand c'est bleu, c'est autre chose. Et on va démarrer la simulation. On prend la Terre telle que vous connaissez avec un modèle de climat, on la déplace de 12% et on regarde ce qui se passe. Franchement, on pourrait déplacer de 4%, ça ferait à peu près la même chose. Hop, dès la première année, avec un peu moins de flux solaire, la neige qui s'est accumulée en Sibérie, puis en France, etc., ne va plus se fondre pendant l'été, et donc toute l'énergie solaire va être réfléchie. La banquise commence à descendre, et au bout de 9 ans seulement, vous avez déjà la moitié de la planète qui est englacée. 9 ans seulement. C'est sensible, le climat. Et puis voilà, on continue. Suspense, est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien non. Au bout de 20, 25, 30 ans, la planète Terre est entièrement englacée, et peu à peu, la glace va être de plus en plus épaisse sur les continents, et il n'y aura plus d'eau liquide, sauf peut-être profondément, là où il y a des volcans, etc. C'est extrêmement rapide. La température moyenne annuelle, en quelques années, descend à moins 40 à l'équateur, moins 60 à Fleurance, en moyenne. Donc c'est une autre planète qui est stable en plus, qui reste comme ça. Et à la limite, si vous la ramenez, dans le modèle, si vous la ramenez là où est la Terre aujourd'hui, elle reste aussi gelée parce qu'elle est devenue super brillante, elle n'absorbe plus le rayonnement solaire. Bon, en réalité, ça ne peut pas être totalement vrai. Par exemple, on sait qu'autrefois le Soleil était moins lumineux, l'équivalent de si la Terre est éloignée de 12%, et pourtant il y avait des océans d'eau liquide. La raison, c'est que là, on a supposé l'atmosphère de la Terre aujourd'hui. Et l'atmosphère de la Terre aujourd'hui n'a pas toujours été la même, et elle peut être différente. Si on réfléchit dans l'absolu, la zone habitable, on a le droit à n'importe quelle atmosphère. Et effectivement, il faut prendre en compte qu'on pourrait avoir une atmosphère avec des gaz à effet de serre, ce qui fait que la planète sera capable de résister à un moindre flux solaire. On peut avoir du CO2, de l'H2O, etc. Ce qui fait que quand on réfléchit à la zone habitable, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut avoir des planètes avec de l'eau liquide à la surface, on doit spéculer sur, s'il y a du CO2, s'il y a différents gaz. Et on peut donc se poser la question, en supposant un effet de serre maximal, une super bonne atmosphère, 10 bars de CO2, 50 bars de CO2, du méthane, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on a des chances d'avoir de l'eau liquide à la surface. Et la réponse, c'est qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on veut. Alors c'est un schéma un peu compliqué qui dit la chose suivante. À gauche, vous avez le flux minimal pour avoir une température avec de l'eau liquide, on va dire. À droite, c'est la distance équivalente au Soleil, d'accord? Et puis en bas, vous avez la pression de CO2, le principal gaz à effet de serre, ce qu'on trouve sur Mars, sur Vénus, etc. Et ce qui raconte ce graphe, c'est que, par exemple, si vous démarrez avec 1 bar à gauche, 1 bar de CO2, eh bien, vous pouvez aller à 1,5 fois la distance Terre-Soleil. C'est pas mal. Et puis ensuite, si vous rajoutez de CO2, vous pouvez aller encore plus loin. Vous mettez une bonne grosse doudoune, vous pouvez toujours avoir de l'eau liquide. Mais une fois que vous avez mis 10 bars de CO2, si vous en rajoutez, à nouveau, la planète se refroidit, ça ne marche plus. Vous avez un maximum. Pourquoi? Parce que si vous commencez à mettre 20, 100 bars de CO2, l'atmosphère devient tellement diffusante, c'est-à-dire réfléchissante, que les photons du Soleil ne vont plus chauffer la planète, ils sont réfléchis. La planète devient brillante uniquement à cause du gaz à effet de serre. Donc il y a une limite qui fait qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on veut en supposant une atmosphère même avec du bon gaz à effet de serre. Et ça, ce que je dis là, c'est vrai, vous pouvez rajouter d'autres gaz, de l'ammoniac, du méthane, ça ne bouge pas beaucoup la limite. Il y a une exception, qui a été une découverte finalement un peu récente, c'est l'hydrogène. Si vous avez, c'est une spéculation, un volcanisme qui crache beaucoup d'hydrogène et qui peut s'accumuler, eh bien là, alors c'est le même graphe tout à l'heure, je ne vais pas y passer trop de temps, là vous avez des chances de pouvoir baisser, aller plus loin avec un cocktail de gaz, CO2, azote, méthane et hydrogène. Et là, ça marche mieux. Et surtout, ce qui marche vraiment bien, c'est si vous imaginez, c'est spéculatif, une planète rocheuse avec des océans potentiellement, et vous mettez beaucoup d'hydrogène. Là, vous avez un calcul qui a été fait il y a quelques années. Si vous mettez par exemple 10 bars d'hydrogène pur, enfin, vous pouvez mettre de l'hélium, comme autour des planètes géantes, et bien là, vous pouvez éloigner votre planète avec nos océans à plusieurs fois la distance Terre-Soleil. Et tout d'un coup, en fait,
L'hydrogène, c'est un tellement bon gaz à effet de serre quand il est à haute pression que vous pouvez aller très loin. Le problème, c'est que dans notre système solaire, on connaît des planètes rocheuses où l'hydrogène ne peut pas rester parce qu'il s'échappe trop facilement, il est tellement léger. C'est ça le problème. Ou alors des planètes géantes qui elles, n'ont même pas de surface. Est-ce que c'est possible d'avoir des atmosphères, des planètes avec des océans, donc avec une surface, et beaucoup d'hydrogène pour vraiment autoriser des océans sur une grande gamme d'orbites? Voilà des sujets très à la mode. Alors, la réponse, c'est oui, en fait. Peut-être. C'est exotique pour nous dans le système solaire, mais quand on regarde, alors c'est très biaisé, ce qu'on a observé comme type de planète jusqu'à présent, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, voici une courbe qui montre le nombre de planètes par étoile, pour celles qui ne sont pas trop proches de leur étoile. En fonction de la taille des planètes, on se rend compte qu'on a plusieurs maximums, mais qui sont plus gros que la planète Terre. Alors la planète Terre, on a du mal, les planètes de la taille de la Terre, on a du mal à les voir. Mais on voit qu'il y a plein de, je vous avais dit, des super terres, donc des terres qui ont des planètes rocheuses qui ont un rayon de 1,3 fois la Terre, beaucoup plus massive, voire 2,4 fois la Terre. Ça veut dire quoi? Par exemple, Neptune, je vous rappelle, c'est 4 fois le rayon de la Terre. Qu'on a des mini-Neptunes sur lesquels on pourrait imaginer des fines, donc plus fines que sur Neptune, atmosphère d'hydrogène, et au bas duquel, quasiment sur toute une gamme d'orbites immense, on pourrait avoir des océans en dessous. Et puis même sur cet autre petit pic, là, où il y a un petit maximum, ce serait des super-terres un peu plus massives, avec une gravité supérieure à celle de la Terre, et là on spécule, ah ouais, là aussi, s'il y a de l'hydrogène, et pourquoi pas, il pourrait y avoir des océans là-dessous. Donc, beaucoup de collègues maintenant se mettent à imaginer, même si c'est exotique, des mondes où vous auriez une épaisse atmosphère d'hydrogène, mais sous lequel vous auriez des océans bien au chaud et propices à la vie. Le problème, donc on appelle ça des mondes océaniques, bon, j'ai traduit, c'est Ocean World en anglais. Le problème, c'est que si vous avez des dizaines ou des centaines de barres d'hydrogène, il n'y a plus beaucoup de photons qui arrivent à la surface. Le chauffage est indirect et donc c'est peut-être pas propice à la photosynthèse. Est-ce que la vie sera détectable? On revient un peu au problème de la vie qu'on trouve dans les ténèbres sous la glace des lunes dans le système solaire. Bref, faisons un petit bilan. Ce problème de zone habitable nous aide à réfléchir à ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau liquide quelque part. Voilà, ça fait longtemps que j'utilise ces chiffres. On peut se dire qu'on a une zone probable uniquement avec des gaz qu'on connaît bien, entre 0,95 fois la distance Terre-Soleil et 1,7. Et puis, en étant optimiste, en imaginant des gaz exotiques, on peut aller jusqu'à 2,5 unités astronomiques. Et puis, il y a ce cas exotique, peut-être courant, je ne sais pas, des atmosphères riches en hydrogène sur des super-terres ou des mini-Neptunes. Alors, une fois qu'on a dit ça, attention, il faut prendre en compte le fait que pour qu'on ait une vie qui nous intéresse, il faut quand même du temps. Peut-être du temps pour que la vie apparaisse, on ne sait pas trop ça. Et puis ensuite, pour qu'elle évolue, je vous rappelle que sur Terre, c'est probablement lié à l'oxygène, on nous a bien expliqué ça. La Terre s'est formée il y a 4,5 ou un peu plus milliards d'années. La vie est apparue assez vite, il y a un débat qui n'a pas été résolu, en tout cas, sauf si c'est depuis dimanche. 1,4 milliard d'années, une vie multicellulaire. Les premiers animaux, il y a seulement 600 millions d'années, donc dans l'horloge, c'est quand même récent. Et puis voilà. Et puis même l'intelligence, pour les problèmes de télégraphie, c'est même récent. D'ailleurs, on ne sait pas si on est déjà intelligent. En fait, s'il y a un critère, vous le savez tous, c'est qu'il faut des radiotélescopes. Donc on est intelligent depuis 60 ans, 80 ans. Donc il faut du temps. Et ce temps, il faut maintenir des océans d'eau liquide à la surface, de l'eau liquide. Et ce qui est absolument frappant, je vous le rappelle, c'est que sur Terre, tout indique qu'il y a eu de l'eau liquide tout le temps, depuis tout ce temps-là. 4 milliards d'années, disons, d'océans sur Terre, c'est quand même une performance. Peut-être que c'est exceptionnel à nouveau. Donc le problème qui se pose pour maintenir des conditions à travers le temps, c'est évidemment l'évolution des étoiles. Je l'ai déjà évoqué. C'est le fait que, par exemple, si on prend une étoile comme le Soleil, c'est le graphe officiel de Wikipédia, il est très bon, je trouve. On voit, regardez bien la courbe rouge qui montre la luminosité. Ça montre que une fois que le Soleil est stabilisé sur sa séquence principale, on appelle ça, qui se met à tourner en régime de croisière, à consommer de l'hydrogène pour créer de l'hélium au cœur, il est de plus en plus efficace parce qu'il y a de plus en plus d'hélium au cœur, la densité augmente, et donc la luminosité augmente doucement mais sûrement. C'est la courbe rouge.
Donc il y a, quand la Terre ou Mars ou Vénus était jeune, il était à peu près 25% moins lumineux, puis à l'avenir, voilà, la luminosité va augmenter, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut noter que ce n'est pas tellement qu'il devient plus chaud ou plus bleu ou je ne sais quoi, et il grossit en fait, pour être de plus en plus lumineux. Résultat, la zone habitable se déplace avec le temps. Si je reprends le graphe tout à l'heure, avec la zone habitable probable en bleu, eh bien on voit qu'elle se déplace au fur et à mesure du temps. Les planètes, elles ne bougent pas trop. Le demi-grand axe est stable tant qu'il n'y a pas de résonance ou de choses comme ça. Alors bon, si on prend un peu les planètes en cours, par le bas, Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, même si on a eu, elle n'a jamais été dans la zone habitable. Vénus a pu être dans la zone habitable probable. Il y a des spéculations, je n'aurai pas le temps d'en parler, on pourra en parler aux questions si vous voulez. On arrive à la Terre. Ce que vous voyez pour la Terre, c'est qu'elle a démarré quand même à l'intérieur de la zone habitable. Et ça veut dire que pour avoir de l'eau liquide à la surface, il fallait de l'effet de serre. Ça, c'est vraiment un sujet important. Parce qu'effectivement, il y a eu un effet de serre important autrefois et qui s'est adapté à l'évolution du Soleil, au soubresaut du climat pour diverses raisons. On pense au CO2, on pense à l'eau bien sûr, au méthane, parfois à l'hydrogène. Et ce qui est fascinant, c'est que l'effet de serre semble s'être ajusté aux variations du flux solaire pendant toute l'histoire de la Terre, et c'est ça qui a permis de ne pas basculer en glaciation, ou en tout cas de ne pas y rester coincé. C'est peut-être arrivé les glaciations, mais on n'y est pas resté coincé, parce que l'effet de serre s'est toujours adapté pour qu'il y ait de l'eau liquide. C'est magique. La raison, c'est que vous avez un thermostat sur la Terre qui maintient l'eau liquide à la surface. Ce thermostat, vous le connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle, il est lié au cycle des carbonates silicates, qui a été bien mis en évidence par Walker en 1981 et depuis bien confirmé. Le processus est le suivant. Si vous avez une atmosphère avec du CO2, c'est le gaz à effet de serre qui va contrôler notre affaire, dans l'atmosphère. Le CO2, quand vous avez des pluies, des rivières, il est lessivé, dissous et, dans l'eau sur les continents et apporté dans les océans. Donc ce lessivage amène aussi des ions du continent, etc. Et donc dissous sous forme d'ions HCO3-, il se combine avec les ions qui ont été lessivés sur le continent et forment typiquement des carbonates. Donc par exemple CaCO3, du calcaire, la craie, la wollastonite. et puis tout ça coule au fond des océans. Et actuellement, ce cycle-là est très fort. C'est fait en fait par la biologie actuellement, mais ça pourrait être fait chimiquement si on met beaucoup de choses. Donc vous avez en permanence du CO2 solidifié qui s'accumule au fond des océans. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y reste pas. Comme vous le savez, sur Terre, le fond des océans est tout le temps en mouvement, pas très rapide, mais si j'accélère de 10 puissance 13 fois le mouvement de les plaques, on voit que le CO2 solide rocheux va plonger sous les continents, aller à haute température ou haute pression, elle va subir ce qu'on appelle un métamorphisme, repasser en phase gazeuse et va ressortir au niveau des volcans. Et donc vous avez en permanence des volcans qui crachent du CO2 et du CO2 qui est dissous. Et ça fait un thermostat géophysique, quand on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que si la température baisse, vous allez avoir moins de précipitations, voire pas du tout si tout gèle, et donc le cycle de l'eau va baisser, et donc le CO2 ne va plus pouvoir se dissoudre et être lessivé dans l'atmosphère. Vous allez couper le puits de CO2. Pendant ce temps-là, les volcans vont continuer à cracher le CO2, lui c'est sur des échelles de temps bien supérieures. Donc le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère, l'effet de serre va augmenter, et donc la température va augmenter. C'est un thermostat. Donc c'est ça, vraiment, on peut le démontrer, qui a maintenu la Terre habitable depuis tout ce temps-là. Le seul problème qu'on se pose, c'est que ça a été contrôlé par l'existence du phénomène de tectonique des plaques. Et donc beaucoup de mes collègues, et c'est un sujet majeur de recherche en ce moment, se disent ok, très bien, il faut la tectonique des plaques, mais est-ce que la tectonique des plaques, c'est quelque chose qui va arriver spontanément sur les autres planètes ? C'est une bonne question, car dans le système solaire, aucune planète ne connaît ce phénomène de tectonique de plaques qui va recycler le CO2 solide, les carbonates, pour faire ce thermostat géophysique. Donc la question, c'est la tectonique des plaques est-elle probable sur les autres planètes ou sur les exoplanètes ? Donc à nouveau, je vous mets un film de la BBC, je l'aurais piqué, accéléré 10 puissance 13 fois, c'est vraiment lent en réalité. Et ce que l'on voit dans la littérature, c'est d'après ce que l'on comprend pas tout dans la tectonique des plaques, en particulier concernant son initiation,
Mais on a le sentiment que pour avoir la tectonique des plaques, il faut une très forte convection du manteau, qui va avoir deux effets. Un, exercer un stress sur la lithosphère, sur la croûte, hein, pas me faire gronder par le géologue ici, et puis d'autre part, affiner cette lithosphère, cette plaque rigide qui est au sommet. Ça a les deux effets, ça affine la croûte et ça la fracture. Donc sur la Terre, tout est réuni apparemment pour qu'il y ait de la tectonique des plaques. Ça fonctionne, ok. Tout de suite, on peut se poser la question déjà concernant les tailles. Si une planète est plus petite, les calculs, les modèles existent, c'est très facile. On se rend compte que le rapport surface-volume fait qu'il y a beaucoup moins d'énergie géothermique, la convection est beaucoup moins intense, et donc sur une mini-Terre, comme Mars, il n'y aura pas de tectonique des plaques rapidement, et on va avoir ce qu'on appelle une croûte coquille, c'est-à-dire il y aura une seule grosse plaque qui va être très épaisse, et il n'y aura plus du tout cet effet de recyclage de ce qui peut se déposer à la surface. Maintenant, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de super-Terres, de planètes, parce qu'on arrive à les détecter facilement, de planètes plus massives que la Terre. Est-ce que va-t-il y avoir facilement la tectonique des plaques? Alors ça paraît du bon sens, hein, si on extrapole, il y aura beaucoup d'énergie interne, ça va sûrement convecter à mort, ce qui fait d'ailleurs que ma collègue Diana Valencia, très bonne scientifique, avait écrit un article « Inévitabilité de la tectonique des plaques sur les super-Terres ». Ça, c'était important. Mais depuis, elle a été réfutée par plein d'équipes et on peut montrer que, en fait, si on est plus gros que la Terre, même pas beaucoup plus gros, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus parce que, en fait, on va aussi avoir une croûte coquille sans tectonique des plaques. Alors c'est un peu technique parce que la profondeur du manteau, uniquement le problème de taille, de géométrie, fait que le stress convectif qui est censé casser casser et former des plaques est réduit. Et en plus, à haute pression, la pression près du cœur du noyau va devenir très élevée. Et à ce moment-là, les températures très hautes et la viscosité sont telles que ça ne favorise pas la convection. Donc de nombreux modèles, depuis, ont réfuté l'article de Valencia et pensent que ce qui marche bien, c'est pile poil à la taille de la Terre. C'est un peu perturbant. Vous voyez tout ce que je vous raconte pour vous dire peut-être que la Terre est exceptionnelle. Donc, peut-être qu'il faut avoir la taille de la Terre. Elle est peut-être juste à la bonne taille pour permettre la tectonique des plaques qui a permis qu'il y ait des océans pendant 4 milliards d'années. Alors vous allez me dire, on a un exemple de planète qui a la taille de la Terre dans le système solaire, c'est Vénus, quasiment la taille de la Terre. Il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc il faut encore, peut-être qu'il faut de l'eau, la question se pose, peut-être que cette tectonique des plaques fait que la Terre est ultra spéciale parmi les nombreuses planètes qu'on peut imaginer. Alors, je continue mon voyage. Maintenant, parlons de Mars. Vous voyez que Mars a démarré même à l'extérieur de la zone probable, et puis peu à peu s'est rapproché. Ce que ça veut dire par là, c'est que si Mars actuellement avait une bonne atmosphère avec pas mal de gaz à effet de serre, il pourrait y avoir des océans dessus. Elle n'est pas trop éloignée du Soleil. Ce qui est fascinant pour Mars, ça vous le savez tous, c'est que tout indique qu'elle a été habitable autrefois, propice à l'eau liquide. Si vous regardez les terrains du plateau sud, là vous voyez plein de petits ronds, ce sont des cratères, ce sont des terrains très anciens qui datent de 3 à 4 milliards d'années. Et comme vous le savez sans doute, quand on zoome là, quand on regarde la minéralogie, quand on fait de la géomorphologie, tout indique qu'il y avait des rivières, des lacs, et donc que Mars, à cette époque, était habitable, propice à l'eau liquide, comme la Terre l'était en même temps d'ailleurs, à une époque où la vie est apparue. Donc on a très envie d'explorer Mars pour cela, vous le savez tous, mais n'empêche qu'on se pose quand même la question, comment ça a été possible? Je vous ai dit qu'elle est à l'extérieur de la zone habitable probable. Et en fait, vous pouvez le deviner, ça veut dire qu'il a fallu des conditions spéciales pour que l'eau liquide soit possible. Et pour être honnête, c'est une énigme majeure. On appelle ça l'énigme du climat primitif martien. On ne comprend pas, avec des gaz à effet de serre réalistes, des nuages réalistes, comment il y a pu avoir de l'eau liquide sur Mars. Il y en a eu, hein, c'est observé. Donc on est obligé d'imaginer des scénarios un peu spéculatifs. Et évidemment, si vous avez bien suivi, si vous êtes très concentré, mon propos depuis le début, la solution actuellement la plus à la mode, c'est qu'il y a eu de l'hydrogène, ce fameux gaz magique qui renforce l'effet de serre si l'atmosphère est suffisamment épaisse. Le point important, le message de Mars, ce n'est pas tellement celui-là, c'est le fait que maintenant elle n'est plus habitable. Elle n'a pas su rester habitable contrairement à la Terre. Alors pourquoi? Je ne vais pas vous le détailler, mais en gros, c'est parce qu'elle a perdu son atmosphère. On n'est pas sûr du phénomène physique exact qui fait qu'elle a perdu son atmosphère. Ça peut être de l'échappement dans l'espace, lié à l'érosion du vent solaire, les impacts météoritiques, la perte chimique en surface. Vous voyez à droite, l'idée c'est que, comme sur Terre, vous avez de l'eau liquide, vous avez du CO2, ça fait des carbonates, ils se déposent, il n'y a pas de plaque tectonique,
bah, vous n'avez plus de CO2 pour l'atmosphère disparaît sous forme de falaise d'Étretat, quoi. Donc là, c'est un problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé beaucoup de carbonate sur Mars. Je ne vais pas vous détailler ça, mais le message, pour chacun des processus que vous voyez là, c'est qu'en fait, il y a un problème lié à la gravité, parce qu'elle est petite, elle a une faible gravité, 3 fois plus faible que sur Terre. Elle a peu de flux géothermique, elle est petite par rapport à sa taille, il n'y a pas de plate tectonique des plaques, il n'y a pas beaucoup d'activité volcanique, il n'y a pas de champ magnétique. Et tout ça fait que voilà, son problème, c'est qu'elle est trop petite, elle n'a pas su conserver son atmosphère. Et donc, on peut rajouter dans les problèmes et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut une gravité suffisante, peut-être au moins la moitié de la masse de la Terre, peut-être un champ magnétique. Moi, j'en suis pas sûr personnellement, mais on se pose la question. Il n'y a que la Terre, disons, à part Mercure et puis d'autres, mais disons, entre Mars, Vénus et la Terre, il n'y a que la Terre qui a un champ magnétique. Et il faut donc peut-être une tectonique des plaques, à nouveau. Voilà. Parlons maintenant, pour l'instant, j'ai vraiment parlé que du cas du Soleil. Parlons un petit peu de ce qui se passe autour des autres étoiles. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que, rappelez-vous, le Soleil n'est quand même pas une étoile typique. Si on fait un bilan, si par exemple je fais un sondage représentatif sur les 10 parsecs, c'est-à-dire une bulle autour de nous de 32 années-lumière, c'est pas énorme, 32 années-lumière, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a un certain nombre d'étoiles comme le Soleil. Dans le jargon, on appelle ça des étoiles de G, de la masse du Soleil. Sur leur séquence principale, elles fonctionnent à peu près comme le Soleil. Le Soleil, c'est une étoile de type G2. Vous avez quelques grosses étoiles. 10% des étoiles sont grosses, sont plus grosses que le Soleil. Il n'y en a pas beaucoup. C'est du jargon d'astronome, A et F. Celles-là, elles sont grosses, elles sont rares, et en plus, elles évoluent très vite, et même les très grosses, elles disparaissent très vite. Donc, on ne va pas trop s'y intéresser. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, pour plein de raisons, d'abord parce que ce sont les étoiles plus petites que le Soleil. Dans le jargon, les étoiles K et les étoiles M. Il y a une vingtaine d'étoiles du type solaire dans notre bulle, mais par contre, vous avez plus de 200 petites étoiles M, c'est-à-dire qui font la moitié de la taille du Soleil ou moins. Là, il y en a plein, et en plus, on arrive à les observer facilement. Elles ne sont pas trop brillantes, elles ne nous éblouissent pas trop, pour faire simple, et donc on arrive bien à observer, on espère pouvoir bien observer les étoiles, les planètes qui sont autour. Alors, si on prend un peu, on essaye de définir la zone habitable, vous avez, je pense, beaucoup d'entre vous déjà vu ce graphe. Il dit quoi? Il dit, en fonction de la masse de l'étoile, eh bien, la zone habitable, elle se déplace plus près de l'étoile. C'est normal. Les étoiles moins massives sont plus petites, moins chaudes, et donc c'est 2 échelles logarithmiques. Il faut vraiment s'approcher beaucoup, mais il suffit de déplacer, quoi. Si on a à peu près le même flux que sur Terre, en gros, on est plus ou moins dans la zone habitable, et puis en tenant compte de l'effet de serre, voilà, on déplace. Un truc qui est intéressant, c'est que si vous êtes autour d'une de ces très nombreuses petites étoiles M, donc qui font la moitié de la taille du Soleil au moins, quand vous vous approchez tellement que vous subissez des forces gravitationnelles fortes, un peu comparables à ce que la Lune reçoit de la Terre, enfin dans le système Terre-Lune, et vous savez tous que la Lune est bloquée dans sa rotation, en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à la Terre. Et c'est ce qui arrivera pour une planète de type terrestre, par exemple, mais qui sera dans la zone habitable d'une petite étoile. Résultat, c'est à prendre en compte, le très grand nombre de planètes dans la zone habitable dans la galaxie seront dans cette configuration-là, en rotation synchrone. Vous aurez un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Donc il y a des images d'artistes qui illustrent ce que ça pourrait faire. Ça fonctionne pas mal, quand vous avez un océan, vous avez assez facilement un côté jour bien chauffé, même si tout le reste est en banquise, ça permet d'avoir de l'eau liquide. Et puis sur une planète qui serait beaucoup plus chaude, on imagine plein de glaciers qui se forment côté nuit, puis ces glaciers qui coulent vers le côté jour, et ça forme des lacs au niveau du Terminator. Bon, ça a des avantages autour d'être en rotation synchrone. Et par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que si on déplace la Terre un tout petit peu plus près du Soleil, tout de suite, pouf, les océans s'évaporent, se vaporisent. Ça, c'est un problème. Quand on est autour d'une étoile M, ça marche mieux. La raison, c'est que comme on est freiné dans sa rotation, on peut montrer que quand on a une planète qui tourne lentement en plusieurs jours, ce qui est le cas de ces planètes, le système atmosphérique change complètement et vous vous retrouvez à avoir côté jour plein de nuages qui se forment, qui vont réfléchir le rayonnement du Soleil, et côté nuit,
pas de nuages. C'est l'inverse, c'est un peu compliqué, hein, l'inverse de ce que je racontais tout à l'heure pour l'épaisse atmosphère avec plein de vapeur d'eau. Là, si vous avez une atmosphère type terrestre, mais vous la faites tourner très lentement, à cause des forces de marée, ça marche vachement bien. Vous avez ce bouclier, ce miroir qui réfléchit au rayon solaire côté nuit. Vous pouvez refroidir côté jour, vous pouvez refroidir côté nuit, et on peut montrer qu'on peut s'approcher, on peut étendre la zone habitable jusqu'à 0,7 voire 0,5 unités astronomiques autour d'une étoile comme le Soleil, l'équivalent du flux. D'accord ? Donc ça c'est bien. Mais en fait, ça c'est un peu anecdotique. En fait, je tiens à vous informer d'une mauvaise nouvelle concernant ces très nombreuses petites étoiles. C'est que ça va être très difficile vraiment en fait d'avoir des planètes habitables. Et la raison est la suivante. Vous voyez ici l'évolution de la luminosité de l'étoile, normalisée avec la luminosité du Soleil, en fonction de l'âge de l'étoile. Vous voyez en noir la courbe du Soleil. C'est une échelle logarithmique, hein, regardez bien les valeurs. Ce qu'on voit, c'est que le Soleil, quand il se forme, etc., il y a toute une phase où il est très chaud, très brillant. Il y a beaucoup d'énergie, d'accrétion, et puis au début il fonctionne de manière très particulière, fort champ magnétique, et il est très très chaud. Il y a un petit soubresaut là, phase théorie, tout ça, il se refroidit, donc ça c'est avant, et puis après il est chaud, et puis après il est stable. Et il est stable au bout de 30 millions d'années. Ça c'est bien. Pendant ce temps-là, les planètes se forment, on n'a pas le temps de perdre ces océans, ça va bien se passer, quoi. Maintenant, si vous allez sur des étoiles plus petites, on va prendre le cas extrême, celle qui fait 8% de la masse du Soleil, M8. Regardez bien, elle est très brillante et il faut presque 1 milliard d'années avant qu'elle se stabilise. Après, elle reste stabilisée super longtemps. Ça veut dire que si vous êtes dans la zone habitable, pendant 1 milliard d'années, vous recevez un flux beaucoup plus fort que ce qui permet d'être habitable. Vous avez le temps de perdre 1, 2, 3, 4, 10 océans et donc de vous transformer en Vénus. Et quand enfin votre étoile est refroidie et que vous avez une zone habitable qui ne bouge plus, vous n'avez plus d'eau, vous avez tout perdu, tout s'est évaporé, tout a été échappé dans l'espace. Et donc ça, c'est un vrai problème. On peut spéculer des solutions à cela. On imagine qu'autour de ces étoiles, je parle peut-être un peu aux spécialistes, j'espère pas trop, il y a beaucoup de scénarios qui évoquent que les planètes autour de ces petites étoiles se forment en fait plus loin que la zone habitable. Elles sont extrêmement riches en glace et en eau au départ, et ensuite elles migrent. On pense que c'est un phénomène très courant autour de la plupart des étoiles. Ce qui fait qu'il est envisageable de penser que ces planètes, quand elles se rapprochent de leur étoile, elles ont effectivement dans leur inventaire une quantité énorme d'eau, 100 km d'eau, et quand elles sont exposées à ce flux solaire énorme, elles perdent 10 km, 20 km, 30 km, mais quand la planète se stabilise, il reste encore quelques kilomètres d'eau et on va pouvoir avoir une planète avec des océans comme sur Terre. Mais c'est une spéculation. Donc retenez ça, c'est la mauvaise nouvelle. La plupart des étoiles de la galaxie irradient, crament, font évaporer les océans sur toute leur planète dans la zone habitable, avant que ce soit stabilisé. Bon, j'ai bientôt fini. Donc, non, j'ai pas bientôt fini, en fait, il me reste plein de transparents, mais je vais essayer d'accélérer. Donc, on peut se poser la question de savoir si la Terre est une planète exceptionnelle. À nouveau, elle a une grosse étoile qui est rapidement stable, ça c'est rare. Située à une bonne distance de son étoile, le climat est stabilisé par un thermostat géophysique. On peut rajouter plein d'histoires. Avez-vous jamais réalisé que la Terre a juste la bonne quantité d'eau pour qu'il y ait des océans et des continents, et des marées, et des petites mares, et tout ce qu'il faut? Si vous démarrez avec un peu plus d'eau, vous n'aurez jamais de continent, vous aurez de l'océan partout. Est-ce que ça favorise la formation d'intelligence ou d'une vie développée? On peut se poser la question. Voire même, est-ce que la vie peut démarrer en l'absence de roches émergées? Certains de mes collègues se posent la question. Et on peut montrer, c'est les travaux par exemple d'Alessandro Morbidelli, que Jupiter, qui s'est formé tôt et qui a joué un rôle important dans la particularité du système solaire, a empêché qu'il y ait un flux d'eau trop important pour que la Terre n'ait pas 30, 40, 100 km d'eau à sa surface. Beaucoup évoquent souvent le rôle de la Lune. La Lune est issue d'un phénomène statistiquement rare, enfin pas trop rare, mais on ne sait pas trop, qui fait qu'il y a eu cet impact, on a formé la Lune, ça a stabilisé le climat de manière importante. Est-ce que ça a joué un rôle important? On peut se poser la question. Ça ne doit pas être très courant. Donc, avec tout ça, on se pose quand même
on a envie on se rend compte que ce n'est pas évident que les planètes couvertes d'océans, pendant des milliards d'années, soient si courants que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mener l'enquête. On a pouvoir progresser. L'enquête est en cours. Voilà. On va commencer par déjà caractériser les atmosphères. Cette histoire d'hydrogène, de gaz à effet de serre, on va regarder ce qui se passe ailleurs. On a déjà le télescope spatial James Webb, ça y est, qui fonctionne parfaitement. On a trouvé une cible formidable pour lui. Vous avez peut-être déjà entendu parler, le système TRAPPIST. Par hasard, des amis belges, d'où le nom, ont trouvé un système avec 7 planètes de la taille de la Terre, très bien observable. On voit le système par la tranche, qui fait qu'on peut faire des occultations, des transits. Et on va pouvoir donc, dans un avenir proche, on espère caractériser cette atmosphère. Bon, pour l'instant, ça y est, le James Webb passe une bonne partie de son temps à observer ce système. On a le sentiment qu'autour de la baie la plus proche, la planète TRAPPIST 1b, il n'y a pas d'atmosphère. Pour les autres, mes collègues s'arrachent un peu la tête parce que l'étoile est un petit peu plus variable, elle crée des artefacts de signature spectrale qui fait que ce n'est pas évident. Mais on espère, à terme, quand on aura bien compris tout ça, caractériser la présence ou non et le type d'atmosphère autour de 7 mondes. En plus des 10 atmosphères connues dans le système solaire et seulement des 6 autour de planètes rocheuses. Donc ça va être une révolution. On a aussi des nouveaux télescopes géants sur Terre, comme l'Extremely Large Telescope, qui va bientôt faire ses premières lumières, enfin dans quelques années, ça prend un peu de retard. Avec un engin pareil, on va pouvoir, je crois, essayer de voir s'il y a une atmosphère autour de Proxima b, la planète rocheuse la plus près du système solaire. Très intéressant. On a une mission qui va être dédiée à la caractérisation des atmosphères, alors non pas autour des planètes de la taille de la Terre, plus grosses, mais on va avoir un zoo formidable qui va être renseigné par une mission qui s'appelle Ariel, qui va être lancée en théorie en 2029. Et puis, encore plus longtemps, on prévoit une nouvelle génération de télescopes spatiaux, si vous voulez, le remplacement de James Webb Space Telescope, et actuellement est en étude le Habitable World Observatory, comme son nom indique, qui sera, on va dire, dédié à la caractérisation d'atmosphère autour de tous ces mondes. Alors je vous parle d'atmosphère, vous voyez que ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est est-ce qu'il y a des océans ailleurs? Il se trouve que c'est très difficile. On va d'abord commencer par essayer de comprendre comment fonctionnent les atmosphères. Il y a des idées, mais avec la spectroscopie, l'astrophysique traditionnelle, on ne voit pas s'il y a un océan ou pas à la surface. Il y a des idées en essayant de voir si on a des réflexions spéculaires, c'est-à-dire est-ce qu'on voit le soleil qui se réfléchit sur les vagues d'un océan potentiel. Sur la Terre, ça marche un peu, mais là, on est tellement loin de tous ces mondes, c'est pas facile. Bon, je vais aller très vite pour la dernière partie, qui est l'autre grande question. Une fois qu'on a une planète avec de l'eau liquide, est-ce que la vie démarre facilement? Alors là, je vais pouvoir un peu botter en touche pour dire que c'est le thème de nombreuses conférences cette semaine. Alors vous en avez raté quelques-unes si vous n'avez pas assisté, mais il y a un thème des conférences de l'après-midi qui sont les origines de la vie, et là vous avez des experts bien plus forts que moi qui peuvent débattre de cette question. Je peux quand même donner un peu mon avis très vite. Mon avis, qui a été, je crois, renforcé par la présentation de Laurent Boiteau aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui marchent bien. En quelque sorte, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, la genèse des molécules briques élémentaires de la vie. On parle des sucres, on parle des acides aminés. En fait, il vous a raconté ça, hein. Dans les années 50, à cause du fait que sur Terre, la chimie naturelle crée et surtout maintient difficilement des molécules organiques type acides aminés en les formant tout seul, on a l'impression que c'est que la vie qui les fait. Donc quand Miller a proposé, vous vous souvenez, c'est une expérience dans les années 50, on met des éclairs, on fait comme si on était dans l'atmosphère, pouf, on crée des acides aminés, on s'est dit, la vie peut être d'origine vraiment minérale, en tout cas dans les atmosphères abiotiques. Et c'était une révolution, mais de nos jours, maintenant, on se rend compte que des molécules organiques type acides aminés, sucre, même lipides ou je ne sais quoi, peut-être pas lipides, on en trouve facilement partout, les astéroïdes, sur les comètes, etc. Donc, on va dire, problème réglé. Juste pour mentionner qu'à l'époque, jusque dans les années 80, comme on avait fait des acides aminés, on s'est dit ça va être facile. Encore un peu d'expérience, on va faire des chaînes peptidiques, on va faire des protéines, c'est-à-dire les vraies, ce qui fait le vivant. On va faire de l'ADN facilement dans un petit ballon. Et donc, ce qui fait qu'en 80, dans Cosmos, il était super content, Karl,
eh bien, il se disait, oh, il y a de l'eau liquide, il y a une chance sur deux qu'on fasse de la vie. Pour lui, c'était facile. Mais ça fait maintenant plus de 40 ans et on n'a toujours pas compris comment ça pourrait se faire. En tout cas, la genèse des briques du vivant, check. Je crois que Laurent sera d'accord avec moi. Une fois qu'on démarre des organismes primitifs capables d'évolution, évoluer vers quelque chose de compliqué, on a pu montrer avec plein de modèles, enfin moi je me suis un peu intéressé à ça, que dès que ça commence à être darwinien, ça fait des choses qui pour des physiciens ou des chimistes est magique. On fait des yeux, des ailes, on fait des trucs un peu compliqués assez facilement. Donc la clé c'est de démarrer quelque chose qui va être capable d'évolution, comme l'a expliqué Laurent cet après-midi. Et donc le vrai problème, c'est ça. La genèse d'organismes primitifs capables d'évolution. Donc moi, je n'ai pas d'avis, allez aux conférences, mais je voulais quand même dire une chose, c'est que c'est là où le système solaire va être un laboratoire naturel formidable. On va pouvoir aller enquêter, quand il y a de l'eau liquide, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'avais prévu quelques transparents qui passent en revue où est-ce qu'on va pouvoir enquêter. Mentionner que, au fond des océans d'Europe, vous connaissez, la lune de Jupiter, on sait que sous cette croûte de glace, sous quelques kilomètres, il doit y avoir un océan. On va aller mener l'enquête bientôt, alors un peu avec la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne qu'on a lancée il y a quelques mois, et puis l'énorme mission américaine NASA, américaine Europa Clipper, qui va aller vraiment enquêter sur qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce qu'il y a dans l'océan. Alors on ne peut pas y descendre, par contre on peut essayer de regarder qu'est-ce qui sort. Il y a des failles, il y a des geysers, il y a de l'eau qui passe, de l'eau venue de l'océan qui sort à la surface. Et peut-être qu'on va trouver, avec un peu de chance, des crevettes gelées, vous voyez. On va essayer de regarder ça depuis l'orbite, peut-être un jour depuis un atterrisseur. Ce n'est pas pour tout de suite, mais bon, on va déjà mener l'enquête là-dessus. Il y a aussi des projets sur la lune de Saturne Encelade, qui a comme caractéristique, dans l'hémisphère sud, de faire jaillir de l'eau qui vient d'un océan souterrain. Voilà ici les geysers qui ont été découverts par Cassini. Et sous une croûte de glace, pareil, il y a de l'eau liquide. Et c'est une nouvelle priorité de la NASA, après avoir été voir Uranus. On va envoyer un Orbilander, c'est-à-dire un engin qui va pouvoir analyser ce qui sort de ces panaches. La sonde Cassini est passée à travers les panaches, mais avec un système d'analyse, un spectromètre de masse uniquement capable d'analyser des molécules très simples. Donc s'il y avait des crevettes, elle n'a pas pu le voir. De toute façon, ça aurait été un peu violent. Néanmoins, on pense faire ça d'ici une dizaine d'années, et peut-être même avant, si une mission ambitieuse mais pas trop chère peut être sélectionnée pour les spécialistes dans le programme New Frontiers pour lequel l'appel d'offres va être bientôt annoncé. Un peu reporté pour les ultra spécialistes, mais ça va avoir lieu. Et puis enfin, vous savez, j'ai mentionné Mars. Mars qui autrefois était couvert d'océans. Là, on n'est plus dans l'océan dans les ténèbres. On est sur quelque chose qui ressemblait à la Terre à la même époque, où la vie est apparue. Donc on va aller voir, et puis en attendant, vous savez, comme vous savez, on a envoyé des robots géologues. On essaye de mener l'enquête. Persévérance est en train de sélectionner des échantillons qu'on va ramener bientôt sur Terre. Nous avons aussi eu le projet en Europe d'envoyer un robot, Rosalind Franklin, un rover, dans le programme ExoMars, qui a pour ambition non seulement de regarder les cailloux à la surface, mais de forer pour analyser des échantillons en profondeur qui ont été protégés, nous pensons, du rayonnement et de la chimie agressive de la surface, et peut-être trouver des fossiles très anciens qui auraient été préservés. C'est pas facile, hein, mais on va essayer. Alors malheureusement, le lancement qui était prévu en septembre 2022 a été retardé, non pas parce que j'ai fait des bêtises avec mon tournevis. Bon, vous voyez, je suis habité pareil pour que vous me reconnaissiez. Mais parce que c'était un projet avec les Russes et tout a été annulé et reporté. Maintenant, on va le faire avec les Américains. On n'a pas encore signé, mais on espère que ça va se faire dans les semaines à venir, pour un lancement en 2028. Ce projet a commencé il y a plus de 15 ans, donc ça fait un long projet. Et puis enfin, il y a ce projet, comme j'ai mentionné, grâce au rover Persévérance, qui est au fond d'un ancien lac, de ramasser des échantillons, et puis de le mettre dans des petits tubes, et puis, je vais sauter ça, et puis de les renvoyer sur Terre, avec une fusée, avec un orbiteur. C'est un projet NASA-ESA, donc avec une forte contribution européenne. Il coûte assez cher, il a des difficultés, mais il aura lieu. C'est une priorité pour beaucoup d'agences spatiales. Et donc, un jour, on va récupérer sur Terre, avec grande précaution, des échantillons de sédiments qui ont été prélevés au fond d'un lac dans lequel il y avait de l'eau liquide sur Mars il y a un peu plus de 3 milliards d'années. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va voir.
Si vous avez suivi la conférence c'était dimanche, je crois, vous verrez que si on trouve des indices de vie, ce ne sera pas évident de le prouver, mais on mène l'enquête. Voilà, ma conclusion. Pas avec l'équation, il n'y a pas de solution à cette équation. Simplement, il y a des termes qui pourraient peut-être être très faibles. Donc attention, est-ce qu'on va pouvoir un jour avoir la réponse avec les observations qu'on va obtenir? Et puis, je vous jure que c'est mon dernier transparent. Non, c'est l'avant-dernier. Non, c'est le dernier. L'enquête progresse. Je pose la question, la Terre est-elle exceptionnelle? Dans quelques années, peut-être dizaines d'années, on aura quand même la réponse. Donc déjà, on aura des indices sur est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs. Mais avant cela, je veux souligner le fait que vous dites « Oh, il exagère, croire que la Terre est unique. » Avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre du monde et c'était n'importe quoi. Vous n'avez pas tort, mais attention, notre compréhension du monde, de l'univers, est complètement biaisée. J'appelle ça, en toute modestie, le principe anthropique planétaire. L'idée, c'est que nous avons appris la climatologie, la géophysique, l'astrophysique à partir d'un système qui a fonctionné. Avant d'aller voir les autres systèmes planétaires, on était convaincus que tous les autres systèmes devaient être comme le système solaire, avec des planètes géantes, des planètes rocheuses. On était sûr de ça. Et on se rend compte qu'on avait tout faux. Mais c'est peut-être vrai aussi pour la géophysique. C'est peut-être vrai pour de nombreuses choses auxquelles on ne pense pas, pour ce qui concerne le comportement de notre étoile, etc., etc. Donc la Terre est peut-être exceptionnelle, mais il est difficile de s'en rendre compte. Même si on avait une chance sur 1 milliard de tomber sur Terre, ce n'est pas par hasard qu'on est dessus, puisqu'on est le produit de cette planète qui fonctionne. Donc elle est peut-être vraiment exceptionnelle et on ne peut pas s'en rendre compte. Et en plus, on a du mal à s'en rendre compte parce que notre compréhension de la géophysique et tout est biaisée. Donc, va-t-on détecter une vie extrasolaire? Peut-être, mais dans ce cas-là, si vous prenez les statistiques sans trop aller dans les calculs, il faudra être chanceux d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même que, parmi les planètes observables, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, et en plus, pour ce qui concerne les intelligences avec qui on peut communiquer, il faut que la vie soit assez abondante. Je ne parle pas d'une vie dans tout l'univers ou même dans la galaxie, là je parle dans la sphère qu'on peut observer avec qualité ou avec laquelle on peut communiquer. Donc ça va être il faudra être chanceux et alors on va pouvoir avancer sur l'histoire de savoir si la Terre est exceptionnelle. Par contre, il n'est pas certain qu'on puisse avoir la réponse, malheureusement, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers. Merci, j'ai terminé.